November Alpha India Sierra Sierra. This is Whiskey 5. California, good to talk to you. Nous étions de ceux qui avaient disparu. Nous avions vécu comme des individus qui se retournent une dernière fois avant de partir pour ajouter encore quelque chose, mais qui n'ont plus rien à dire. Notre survie ne nous importait pas. Notre capitulation était une manière de vivre avec notre temps. Nous n'avions rien à opposer à notre disparition. Nous étions de ceux qui savaient, mais ne comprenaient pas. Saturés d'informations, mais sans conscience. Pleins de savoir, mais pauvres en expérience. C'est ainsi que nous sommes partis, sans être retenus par nous-mêmes.
Des choses terribles et épouvantables, il en existe beaucoup. Et la plus terrible d'entre elles, c'est l'être humain. C'est ce qu'on écrivait déjà 500 ans avant Jésus-Christ. On ne disposait pas encore de toutes ces formidables technologies. Et pourtant, on avait déjà pris conscience que l'être humain a une double facette. Dans le sens positif du terme, l'être humain est terrible parce qu'il peut créer, produire un tas de choses, se dépasser et faire beaucoup de bien aux autres et à la planète. Mais en même temps, il est terrible dans le sens le plus sinistre du terme. Il peut devenir fou, autodestructeur et faire preuve d'une irresponsabilité qui, comment dire, qui provoque en nous la rage. Non seulement ça m'attriste, mais ça me met en colère. Quand on regarde cet environnement, ce paysage, et la pitié que ça nous inspire, parce qu'effectivement, ce qualificatif terrible est à prendre à la fois dans le sens de génial et destructeur, mais également dans le sens de pitoyable. L'être humain est terriblement pitoyable. Il crée des choses merveilleuses et en même temps il les piétine. Quelle valeur peut-il bien attacher à la planète et aux êtres humains s'il permet ce genre de choses? On se demande vraiment jusqu'où il faudra aller. Combien de catastrophes devons-nous vivre? Quel est le seuil critique? Jusqu'où faudra-t-il aller pour que les derniers récalcitrants comprennent enfin qu'on ne peut plus continuer comme ça? Le problème, c'est qu'apparemment, ce seuil n'existe pas. Et les catastrophes se reproduisent sans cesse. Les hommes peuvent voler dans le ciel, aller sur la Lune et envoyer des instruments sur Mars. Mais il est étonnant de constater combien nos moyens sont limités quand il s'agit d'explorer les profondeurs des océans. Jusqu'ici, seules 3 personnes sont descendues au point le plus bas des océans, à 11 km, alors que nous sommes nombreux à être déjà montés à 11 km dans le ciel. Toutes ces nuances de bleu. Nul ne peut dire combien il en existe. Il n'y a même pas de mots pour dénommer la plupart d'entre elles. Il y a tellement d'eau sur Terre. 97% de l'eau de notre planète se concentre dans les océans. Mais nous restons cantonnés à la surface. On ne sait toujours pas ce qui se trouve tout au fond. Qu'est-ce qu'on attend ? Les océans ont une profondeur moyenne de 3 km, mais ils peuvent atteindre 11 km de profondeur. Ils regorgent de vie depuis la surface jusqu'aux abysses.
Nous devons passer davantage de temps sous l'eau pour comprendre ce qui s'y passe vraiment et quelles interactions s'y déroulent. Il y a ce que l'on voit, mais pas seulement. J'aimerais beaucoup créer une composante acoustique. Si on pouvait éliminer tous les bruits générés par les petits sous-marins ou les submersibles et amplifier les sons de l'océan, on aurait une audition augmentée, comme on peut avoir une vision augmentée. L'océan est rempli de sons. We say we want to go to the moon, and 10 years later, we're on the moon. Why can't we say now, I want to walk around at 37,800 feet, the bottom of the ocean, 7 miles down? The chance for me, en tant que scientifique, j'ai eu la chance de descendre à 400 mètres pour observer la faune dans son habitat naturel. J'avais déjà vu beaucoup d'animaux extraits du fond de l'océan et remontés dans des filets à la surface. Cela me permettait de les observer facilement. Mais tous ces animaux morts ou à l'agonie, c'était affreux. Alors, s'immerger dans l'océan, regarder les petits poissons lumineux, toucher les coraux vivants et les voir devenir fluorescents, c'était un vrai cadeau pour moi. C'est exactement à ce moment-là que j'ai commencé à m'engager dans le développement de technologies pour rendre les océans accessibles à tous. Et plus seulement à une poignée d'heureux scientifiques. On doit savoir ce qui se passe dans le monde, dans la partie bleue du monde. Mais on reste à la surface. C'est comme si on disait « J'ai un cœur, mais ça ne m'intéresse pas de savoir à quoi il ressemble, ni même s'il continue à battre. » On devrait pourtant se soucier du cœur battant de la planète qu'est l'océan. Comment fonctionne-t-il? En quoi nos activités ont-elles un impact sur lui? Tout ce qu'on sait faire, c'est arracher des êtres vivants à l'océan pour les vendre et transformer en produit tout ce qui se trouve dans l'eau. Seulement voilà, on est au XXIe siècle. On sait désormais des choses qu'on ignorait il y a encore 50 ans et a fortiori il y a 1000 ans. Il faut protéger ce système tant que son cœur bat encore et qu'il nous maintient en vie. Mais si nous continuons sur notre lancée, il battra de manière irrégulière, c'est déjà le cas. On voit des zones mortes apparaître dans les océans. C'est la conséquence directe de ce qu'on fait à la surface, de ce qu'on déverse dans les océans et de ce qu'on en extrait. Voilà pourquoi le cœur de la planète bat de façon irrégulière.
C'est incroyable tout ce qu'on voit d'ici. Au début, on regarde vers le bas et on perçoit la Terre comme un tout, sans vraiment reconnaître les différents pays. On ne sait pas ce qu'on voit exactement. Mais au bout d'un certain temps, on commence à les distinguer et on se rend compte que les pays ont bien l'aspect qu'on leur connaît. Ils sont comme on les représente dans l'Atlas mondial. Les étendues de terre, les cours d'eau et les montagnes sont comme sur les planisphères, sans les frontières nationales. C'est pour ça que c'est difficile de s'y retrouver. Sur une carte, les frontières nous servent de repère, mais vues du ciel, elles n'existent pas. Voir toutes les formes que les nuages peuvent prendre, c'est quelque chose qui me fascine. Dès le premier jour, j'ai été impressionné par les ombres que les nuages projettent sur les autres nuages. Parfois, juste avant le coucher du soleil, ces ombres peuvent s'étirer sur des milliers de kilomètres. Lorsque d'ici, on voit les nuages prendre des lueurs rouges, ça signifie qu'en bas sur Terre, un magnifique coucher de soleil a lieu à cet endroit précis. Vu d'en haut, les forêts tropicales ont l'air un peu sombres, comme la mer, uniformes. Elles sont souvent couvertes de brouillard ou de brume. Il n'y a pas le moindre contraste, à l'exception des cours d'eau qui serpentent à travers la végétation et forment des milliers de méandres bruns. C'est l'aspect que la forêt amazonienne devrait avoir. D'ici, on se rend compte à quel point elle est petite. On la balaye d'un coup d'œil. Je peux visualiser toute l'Amazonie d'un seul regard. C'est le poumon vert de la planète. Et on s'aperçoit qu'il manque d'ores et déjà de gigantesques étendues. Les zones défrichées rognent de plus en plus sur la forêt. C'est comme une tumeur cancéreuse qui se propage dans toutes les directions. D'ici, on voit la forêt tropicale brûler. La fumée s'élève de partout. C'est le défrichement par brûlis, une pratique qui se poursuit encore aujourd'hui. Ça paraît complètement fou. Cette petite planète bleue est le seul endroit où les hommes peuvent vivre. La seule planète qu'on connaisse dans l'univers où la vie humaine est possible. La Terre a une atmosphère fine et fragile. Et nous, les hommes, on ne trouve rien de mieux à faire que de la détruire. On rejette des substances nocives dans l'air, on défriche des forêts, on déverse des déchets dans les océans, sans faire attention. D'en haut, on peut apercevoir des guerres. On voit des missiles volés, des villages et des villes brûlées. C'est parfaitement net. On voit très précisément où les combats ont lieu. On distingue même les impacts de bombes. Si nous coopérons, notre avenir commun sera radieux. Sinon, nous serons confrontés à une multitude de problèmes très graves. Des menaces, comme les cyberconflits,
le terrorisme, la fragilisation croissante des États, la prolifération nucléaire, les pandémies, les crises financières, les pénuries d'eau, les phénomènes météorologiques extrêmes, l'effondrement des écosystèmes, les crises alimentaires, les migrations massives involontaires. Je pourrais continuer, mais je m'arrête là. Parviendra-t-on à mettre en place une coopération mondiale? Personne ne le sait. En revanche, on sait ce qu'il faut faire pour que la société continue de fonctionner. Si l'être humain, Homo sapiens, s'en est sorti en tant qu'espèce, c'est en partie grâce à sa capacité à coopérer avec les autres, même en l'absence de liens de parenté. Chez la plupart des primates, les liens d'appartenance sont déterminés par les interactions sociales directes avec les membres de la famille. Si un groupe devient trop grand, les possibilités d'interaction diminuent et le groupe éclate. Comment les êtres humains peuvent-ils surmonter ce problème pour coopérer à l'échelle mondiale? Eh bien, on y arrive avant tout à l'aide d'histoires spécifiques. Des histoires qui forgent l'identité, des récits qui attribuent des rôles sociaux aux humains, qui définissent des relations bien précises entre eux, qui leur indiquent qui ils sont et où est leur place. Même si on ne relève pas toujours ce défi, on sait qu'on en est capable. Pour trouver des solutions mondiales, il faut être capable de voir les problèmes dans d'autres parties du globe. Même si a priori on n'est pas directement concerné, on doit faire preuve d'empathie. Vous pensez qu'il est possible de développer cette empathie. D'où vous vient cet optimisme? L'optimisme vient de la recherche. De très nombreuses études montrent que l'on peut apprendre à éprouver de l'empathie pour ce qui est éloigné de nous, à changer de point de vue. Cela s'acquiert, comme la lecture et l'écriture. On comprend tous pourquoi il est extrêmement important de savoir lire et écrire, car sans cela, on ne va pas très loin. Mais on vit dans un monde où on ne peut pas non plus aller bien loin sans empathie. Alors pourquoi ne pas l'enseigner? Face à la montée des nationalismes, vous avez exposé un point fondamental à la fin de votre discours, à savoir que le problème du manque de coopération ne peut pas se régler par des conflits. Les grandes personnalités comme vous montrent qu'il est toujours possible d'éviter les conflits, même dans des situations difficiles. J'espère que Global Solutions Initiative pourra aider des personnes telles que vous et des acteurs politiques de même sensibilité à réconcilier le nationalisme et le multilatéralisme, la prospérité sociale et la prospérité économique. C'est pourquoi j'aimerais vous remettre ce cadeau. Il s'agit de la première version, la première édition du journal de Global Solutions Initiative, qui s'appelle Recoupling. Je vous suis très reconnaissant. Je vous en prie, c'était un plaisir pour moi de venir. Et c'est le bon moment pour aborder ces sujets. Je pense que vous montrez l'exemple en apportant des réponses conciliantes et constructives à des questions difficiles qui pourraient aisément engendrer des conflits. C'est une immense source d'inspiration. En politique aussi, les besoins psychologiques des gens jouent un rôle essentiel.
C'est quelque chose que je n'avais pas pris en compte, que je n'avais pas compris, tout comme les autres économistes. Je crois que sur ce point précis, la pensée la plus toxique émanait de Milton Friedman. Il a dit « La maximisation du profit et la rationalité, tel est notre principe, celui par lequel tout peut s'expliquer. » Et c'est un précepte que 2 ou 3 générations d'économistes ont suivi et auquel ils ont adhéré. Nous étions complètement aveugles, enfermés dans une vision très étroite de l'homme, qui ne correspondait même pas à celle des Lumières. Une vision qui avait peu de lien avec la réalité et qui, par conséquent, a causé énormément de dégâts. Ma femme Judith a dit à ce sujet « Quelle bêtise !» L'hebdomadaire Die Zeit a d'ailleurs repris cette phrase pour le titre de son article sur mes travaux. C'est un titre qui résume bien, selon moi, mes thèses les plus importantes. Tu regrettes d'avoir mis tout ce temps? Bien sûr, je le regrette énormément. J'ai perdu des dizaines d'années. J'en parle souvent avec Judith. Et au lieu de dire « tu aurais pu le regretter »,« je t'avais prévenu, tu ne m'as pas écouté », elle me dit « la vie est un processus, pas un produit, et tu devais en passer par là ». Si j'avais eu toutes ces idées il y a 30 ans, j'aurais fait beaucoup plus de choses. J'aurais pu m'intéresser bien plus tôt à d'autres disciplines, comme les neurosciences et la psychologie. Il est clair que pendant 30 ans, je n'avais pas pris tout ça au sérieux. Mais j'ai fini par comprendre que c'était extrêmement important et que ça avait d'énormes implications pour les sciences économiques. En ce sens, « Quelle bêtise !» n'est pas un mauvais titre, même s'il a provoqué un tollé. Je pense que les gens aiment construire sur les bases de ce qu'ils ont déjà réalisé. Et on peut parfaitement faire évoluer les thèses que les économistes ont élaborées jusqu'ici. Le mouvement des Lumières aurait été inconcevable sans ce qui s'est passé auparavant. C'était une nouvelle vision de l'homme et une nouvelle conception de la vie. Mais elle se fondait sur ce qui avait déjà été accompli. Il faut continuer à construire. Dire « quelle bêtise », cela revient à lancer un défi. C'est un appel à se mettre au travail, parce que le bateau prend l'eau.
C'est étrange de se dire qu'il y a seulement 6 hommes en ce moment dans l'espace et que tous les autres sont en bas, sur Terre. C'est sur cette planète que toute l'histoire de l'humanité s'est déroulée. Depuis les organismes unicellulaires à l'Homo sapiens, en passant par les dinosaures. C'est fou de penser que toute l'histoire de l'humanité s'est jouée sur cette petite planète. Une petite planète bleue qui évolue dans l'univers noir. L'une des choses qui est apparue clairement depuis qu'on peut observer notre planète d'en haut, c'est qu'elle est bleue, qu'elle est essentiellement composée d'eau. Au lieu de l'appeler Terre, certains comme moi préféreraient la nommer océan, parce que ce sont les océans qui rendent la Terre habitable pour les êtres vivants, nous y compris. Les océans ne vieillissent jamais. Ils se renouvellent sans cesse. Je ne peux pas imaginer qu'on s'ennuie sous l'eau, ni où que ce soit d'ailleurs, car il y a toujours quelque chose à regarder. On est dans la position de l'observateur. On reçoit tout ce que le monde a à offrir. Où que l'on soit, c'est un miracle. La vie est un miracle. Et il faut en profiter à chaque instant. J'aimerais être une éponge qui vit dans l'Arctique et peut atteindre 10 000 ans. Il s'agit en réalité d'une colonie d'êtres vivants, pas d'un organisme isolé. Une communauté de cellules qui cohabitent et communiquent entre elles de façon à réagir comme un seul individu. Ce serait amusant d'être une éponge. Ou bien un requin du Groenland. Ces animaux évoluent dans les grandes profondeurs et peuvent vivre 400 ans. C'est le cas de certains spécimens. 400 ans. Que s'est-il passé il y a 400 ans dans le monde humain lorsqu'une créature aujourd'hui âgée de 400 ans a vu le jour? On a appris beaucoup de choses en 400 ans, mais on ignore toujours ce que les requins du Groenland savent. Ce serait formidable d'être dans leur peau, ou dans celle de n'importe quel autre poisson. Ils possèdent un système sensoriel dont on ne peut que rêver. Une ligne latérale constituée d'une multitude de récepteurs. C'est grâce à cette ligne latérale qu'un banc de poissons peut se former, se déplacer comme un seul individu et changer de direction sans que les différents individus se touchent. Ils sentent la présence de leurs congénères. Qui n'aimerait pas être comme tous ces animaux et voir ce que ça fait d'être à leur place? Ou alors être une pieuvre qui peut changer d'apparence et émettre des signaux au moyen de couleurs ou de certaines formes corporelles. Nous en sommes bien incapables. Mais ce serait génial de savoir comment c'est.
Où allons-nous? Ah, voilà ma préférée. Tu es génial. Comment ça va? Je dois me mettre sur la pointe des pieds. Je suis bien content de te voir. Il n'y a pas un pays qui respecte les engagements qu'il a pris à Paris, et encore moins qui fait ce qu'il faut. Nous n'avons pas fait notre travail, même si certains ne manquent pas de bonne volonté. Je suis en colère, comme vous pouvez le sentir, et je suis fatigué. Pour ceux qui ne croient pas que la situation est grave, il y a 30 ans, nous avons eu la décennie la plus chaude de tous les temps. Du moins jusqu'à la décennie suivante, qui était de nouveau la plus chaude. Et la dernière décennie, cette décennie, a battu les records de chaleur. Juillet dernier a été le plus chaud de tous les temps. Un jour de juillet a été le plus chaud de toute l'histoire de l'humanité. Ne pensez-vous pas que ça devrait faire réfléchir à un chef d'État ou à un ministre des Finances? La situation est absurde. Nous avons créé un fonds pour le climat à hauteur de 100 milliards de dollars. Vous savez combien ce fonds a récolté jusqu'ici? Moins de 5 milliards de dollars. Comment pouvons-nous prétendre que nous prenons le problème au sérieux? On a besoin de dirigeants politiques qui mettent le monde sur la bonne voie. Mais il ne faut pas uniquement compter sur eux si on veut faire bouger les choses. De même qu'une poignée de personnes malveillantes peuvent engendrer de gros problèmes, quelques personnes bien intentionnées, et j'emploie le mot personne parce qu'il est sexuellement neutre, peuvent changer la situation dans le bon sens. Absolument. Et c'est ce qui est en train de se produire. Chacun de nous a des super pouvoirs parce que nous savons des choses que les gens ne pouvaient pas savoir par le passé. Les problèmes sont très faciles à identifier et on sait qui doit faire quoi. Mais il faut aussi se regarder dans une glace. Nous sommes 8 milliards d'êtres humains et tous nos choix, ce qu'on mange, nos vêtements, les ressources énergétiques qu'on utilise ou le fait de gaspiller l'eau ou pas peuvent vraiment peser dans la balance si nous nous engageons enfin dans la bonne voie. Ce sont les jeunes qui ont le plus d'influence. Les adultes sont informés, ils ont les connaissances, mais ils sont prisonniers de leurs habitudes. Pas les jeunes. Je suis un grand fan. Je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Je sens qu'il est urgent d'agir. C'est formidable. Il faut faire prendre conscience aux autres de cette urgence. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est la réalité. Mais on a encore une chance, à nous de jouer. Il faut agir dès à présent. On en sait beaucoup plus qu'autrefois. Si on attend plus longtemps, il sera trop tard. Ça va être de plus en plus compliqué. Il faut s'y mettre tant qu'une amélioration est encore possible. C'est-à-dire tout de suite. Les îles sont menacées de disparition quand même, ça il faut le dire. À Dionewar, on a remarqué, par exemple, entre 2016, parce que 2016 on a mené une campagne de sensibilisation sur l'impact des changements climatiques et la façon de trouver des solutions alternatives. Mais de 2016 à 2019, c'est quand même, on a perdu 20 mètres de terre, quoi. Ça, 20 mètres. C'est énorme. En 3 ans? Ouais. Surtout au niveau de Dionewar qui fait face à cette brèche-là, à l'océan. Il n'y a pas de digue, il n'y a pas de protection. Dionewar est exposé, quoi. Pour le palmarin, c'est bon. Palmarin, ça lui restait que 15 ans ou 20 ans, au maximum 30 ans, palmarin.
Il n'y a pas de politique publique de l'État, il n'y a pas de projet. Il n'y a rien. Les ONG. Il n'y a rien. Et la commune ne peut rien faire aussi. Ça c'est clair. Ça demande de gros moyens. Ça demande énormément de moyens. Ça demande un gros budget aussi. C'est ça qui me fait sourire en fait. Moi, que l'impact que nous aurions dans le changement climatique est minime. L'Afrique, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre. Et si la Chine modifie son comportement et les États-Unis, là, ça change radicalement. Et c'est ça le truc. Quoi. Il y a même quelqu'un qui a préconisé une cour pénale internationale pour le climat. Quoi. Il faut désigner les coupables et les punir, quoi, parce que c'est eux les coupables. Tu vois. Une CPI, quoi. En fait, parce que lorsqu'on dit global warming, on partage la responsabilité. La situation humaine, tu vois, les comportements, voilà, on la partage. Même le terme anthropocène, c'est l'effet de l'homme sur le biotope, qui est un effet qui est comparable à une ère géologique, qui a profondément, mais il y a des gens qui vont dire non, c'est le capitalocène, parce que c'est pas l'anthropocène, c'est le capital, et d'autres vont te dire c'est l'occidentalocène. C'est eux, quoi. C'est pas, tu vois, c'est pas l'anthropocène. Mais genre, on share la responsabilité, alors que non, c'est eux qui foutent le bordel. Et nous sommes les gens qui faisons face le plus aux effets du changement climatique et qui avons moins de moyens pour nous adapter. Je me demande comment sortir de... Il y a tout un travail, il y a tout un travail qui est fait. Des gens comme Philippe Descola ont fait un travail sur le moment où l'Occident a divisé la nature et la culture, la grande séparation. Le moment où il a considéré la nature comme un objet, une ressource, et a commencé à la conquérir, à la transformer. Même le mot écologie, le mot environnement, c'est le mot qui sépare. L'environnement est fait autour de l'anthropos qui est là et ce qui l'environne. Donc lui, il est central. On date du 15e, 16e siècle, quoi. Avec Descartes, l'homme doit devenir maître et possesseur de la nature. Les Lumières, quoi. Et il y a aussi le discours religieux, quoi. La Bible, le Coran, les textes religieux qui font de l'homme le vicaire de Dieu sur terre. Et là, c'est d'abord une sorte de construction imaginaire, quoi, de notre place dans le tout. Et même là, sur cette question de l'écologie, il y a des gens qui disent ce qui nous intéresse, ce n'est pas la nature, c'est notre survie. Parce qu'il y a déjà eu des extinctions, il y a eu 6 extinctions, il y a des espèces qui ont totalement disparu. Ça ne nous a pas dérangés. Et le moment qui nous dérange là, c'est qu'on sent que là, nous menaçons les conditions de notre vie à nous. Oui, nous savions beaucoup et ressentions peu de choses, car cela ne nous était pas permis. Pourtant, nous avions entendu T.S. Eliot demander « Où est la sagesse que nous avons perdue par le savoir? Où est le savoir que nous avons perdu par l'information ?» Nous l'avons entendu, et pourtant, nous avons accumulé encore plus d'informations. Comme si pour agir, nous avions besoin d'un nouveau rapport sur le climat, d'un nouvel état des lieux alarmant sur les océans, la forêt tropicale, la migration, la sécheresse, les guerres religieuses et commerciales, la montée du niveau de la mer, la désertification, la pénurie de ressources, la surpopulation, l'extinction des espèces, les germes multirésistants. On n'en pouvait plus d'entendre tout cela, n'est-ce pas? Ils nous apprennent comment ça marche. Prétendre ne pas savoir tout en sachant. Et prétendre qu'on ignorait alors qu'on savait. D'où tirons-nous toute notre ignorance?
Non, mais en fait, moi, ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un temps historique où ils ont encore une puissance. Ils ont une puissance d'ordonner le monde. Ils peuvent l'utiliser pour transformer positivement le monde. Mais cette puissance-là, elle décline. Ça va se jouer sur le siècle. Alors, s'ils manquent l'opportunité eux-mêmes d'avoir été des agents de transformation du monde, ils vont se retrouver dans une situation où ils vont être des subalternes. Ils vont subir. Et ils vont subir. C'est absolu. Donc du coup, à la rigueur, sur le court terme, il faut les inciter à changer. Mais s'ils ne veulent pas, c'est pas grave. C'est ça que j'appelle être cynique. S'ils ne veulent pas, c'est le problème. C'est le problème à eux, en fait. Les choses vont changer et ils se retrouveront dans une situation où ils seront inadaptés à la nouvelle situation. Exemple, là, s'ils ne changent pas leurs habitudes de consommation, leur manière de vivre, machin, on ne pourra plus faire comme ça. On devra faire autrement. Nous, on sait marcher 5-6 km pour aller au boulot. Tu vois. On sait vivre avec un peu d'eau. Tu vois, on sait gérer, quoi. Tu vois, voilà, ça a été notre vie. On sait gérer à très peu de ressources. Si on peut les aider à changer, c'est tant mieux pour eux. Mais s'ils ne veulent pas changer, le monde changera sans eux. Et que cette puissance-là qu'ils ont aujourd'hui, qu'ils ont pu utiliser pour transformer positivement le monde, bah, elle va juste se retourner contre eux. C'est juste une histoire de durée. Alors des fois, je me dis que peut-être que l'effort qu'on doit faire, nous, c'est de nous... C'est comme si tu vois un champ qui fleurit et tu vois un grand champ qui est en train de dépérir. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu mets ton effort sur le champ là qui fleurit, qui va, ou tu mets ton effort pour ne pas laisser dépérir l'autre champ. Tu vois, pour moi, c'est ça la grande question. Et moi, des fois, je me dis, c'est à eux de faire l'effort pour que leur champ ne dépérisse pas et qu'ils soient dans la floraison de ce qui monte. Mais j'ai de plus en plus envie de me concentrer sur ce qui monte, sur ce qui fleurit, plutôt que un monde qui finit, qui est à son crépuscule, qui ne veut pas changer. Tu vois, bah, tu le laisses tranquillement dépérir, aller à sa crise. Et toi, tu mets ton effort ici, quoi. Tu mets ton effort vers ce qui se lève et ce qui pousse, tu vois. Et ça peut sembler cynique, mais je suis désolé, quoi. C'est vrai que depuis 5 siècles, ils nous fatiguent. Ils ont bouleversé tout le monde et ils veulent rien entendre, quoi. Ils sont devenus autistes et ils veulent rien entendre, quoi. Et puis à un moment donné, est-ce qu'on doit continuer à nous faire des efforts pour leur dire, mais les gars, tu vois, quand même, quoi, tu vois, faut... Voilà. Et chez eux, les gens qui sont les plus lucides ont compris, hein. Ils ont compris qu'il fallait changer de modèle de vie. Ils ont déjà commencé à expérimenter des voies alternatives. Ils ont compris qu'il fallait se reconnecter avec le reste du monde, avoir un autre rapport. Mais ceux qui détiennent la puissance financière, symbolique, machin, eux, ils ne veulent pas. Et eux, je pense qu'il faut les laisser. Il faut laisser l'entropie. Des systèmes qui sont déjà fonctionnels et adaptés et dont on te réapproprie, mais de façon très... Et retraduite en langue néolibérale, ouais, en langue capitaliste. C'est ça le danger. La difficulté, c'est toujours la difficulté du eux et nous. Nous, on les considère comme un eux. Alors qu'en fait, on devrait pouvoir arriver à créer un nous. Mais le problème, c'est que comment tu crées un nous avec des gens qui ne veulent pas faire nous? Mais l'ultime, on doit créer un nous. Tu vois. Mais à la fin de la journée, on doit créer une communauté humaine. Et un nous global, quoi, tu vois. Et nous sommes plus nombreux. Pour l'instant, ils sont plus puissants. Et que forcément, dans le temps, si on crée un nous, il faudra bien qu'on les mette dedans, quoi. La question, mais comment on crée un nous avec eux dans ces circonstances-là? Quelles sont les erreurs les plus graves qui ont été commises en Occident?
Depuis Platon, l'individualisme et l'indépendance des choses ont infligé d'énormes dégâts à la pensée occidentale. Pour mieux le comprendre, il faut peut-être se pencher sur la deuxième grande erreur, l'idée de permanence. Nous partons du principe que tout est permanent. C'est une pensée profondément bouddhiste, un principe qui veut que ce qui est tout en haut tombera, ce qu'on rassemble sera dispersé. Et c'est valable pour tout, la famille, les objets, son propre corps. Ce qu'on accumule sera dispersé ou consumé. C'est la vocation de toute chose. Ce qui est accumulé sera dispersé, ce qui est réuni sera séparé. Ce n'est pas un point de vue pessimiste. Simplement, il n'y a pas d'échappatoire. Si on pense de manière irréaliste, je suis au sommet et je dois y rester, c'est une illusion franchement ridicule. Car notre contrôle sur les conditions extérieures est limité, éphémère et illusoire. C'est totalement impossible. Quand vous êtes tout en haut, vous pouvez être renvoyé, ou bien vous attrapez une maladie grave, ou alors votre femme vous quitte. Enfin, tout peut arriver. Vous faites faillite. C'est source d'angoisse. C'est une illusion totale. Et plus on s'y accroche, plus la chute est douloureuse. Mais revenons-en à l'idée de liberté. À mon sens, on a vraiment une conception erronée de la liberté en Occident. On pense qu'il s'agit de pouvoir faire tout ce qui nous passe par la tête. Mais ça, c'est le contraire de la liberté. On devient complètement esclave de ses pensées. Le concept le plus individualiste qui existe sur ce point en Occident est qu'on se laisse porter par le vent, le courant, ses sentiments, etc. Et on finit par faire naufrage. La vraie liberté, c'est de prendre le gouvernail, de hisser les voiles et de naviguer là où on veut. Être libre d'atteindre la destination de son choix. Pour ça, il faut apprendre à diriger le bateau. Contrôler l'esprit ne signifie pas l'enchaîner, c'est être maître de son esprit et non pas esclave de ses pensées. On peut entraîner de manière ciblée son esprit pour être plus attentif, devenir altruiste, bienveillant, affectueux et compatissant. Toutes ces qualités peuvent s'acquérir. Il est prouvé que chez les personnes qui s'y entraînent, certaines structures du cerveau changent. Les modifications de l'activité cérébrale provoquent des changements structurels, car la répétition de certaines fonctions façonne le cerveau. On touche là au cœur de la plasticité neuronale. Il y a 20-30 ans, on pensait qu'une fois adulte, le développement du cerveau était achevé et qu'on ne pouvait plus le modifier, sans quoi on risquait de faire de gros dégâts. C'était une erreur monumentale. On modèle constamment son cerveau pour le meilleur et pour le pire. Ce que je veux dire par là, c'est pourquoi l'être humain serait-il d'emblée au sommet de ses capacités? On sait bien qu'on a besoin d'éducation et d'entraînement pour tout. Par exemple, pour apprendre un instrument de musique. Alors pourquoi en irait-il autrement pour les qualités humaines essentielles? Beaucoup de gens croient qu'il ne faut pas s'exercer pour les acquérir. Eh bien si, c'est comme pour tout, il faut s'exercer. C'est intéressant. En Occident, quand on dit qu'on s'entraîne pour aimer et être bienveillant, on l'interprète comme si on cherchait à manipuler les autres. Par contre, si on s'exerce pour devenir pianiste, ça ne semble poser de problème à personne. Dans ce cas, il ne faudrait pas enseigner la lecture et l'écriture sous prétexte qu'on manipule le cerveau des enfants. On le conditionne fortement. C'est comme ça pendant toute la scolarité. On pourrait tout aussi bien laisser les enfants livrés à eux-mêmes. Qu'est-ce qui ne va pas dans le système pour qu'on en arrive à une situation aussi malsaine? Je pense que l'une des erreurs est de faire comme si l'économie était sur un pied d'égalité avec la nature. De même que les arbres et les montagnes existent par eux-mêmes, on considère l'économie comme un système qu'il faut accepter tel quel. C'est oublier que l'économie doit servir le bien-être de l'humanité.
Absolument. L'économie est notre création. C'est pourquoi nous devons la changer. Si des individus changent pour être plus libres, non pas libres de faire des choses insensées, mais affranchis des schémas comportementaux habituels, et s'ils atteignent une masse critique, ils peuvent provoquer une mutation culturelle et changer les institutions. Les uns aiguillonnent les autres et vice-versa, les institutions et les gens, les institutions et la culture. Le changement doit commencer au niveau individuel et non pas comme on l'entend habituellement. On pense que ça ne va pas fonctionner parce qu'on part du principe que les gens sont dépendants les uns des autres, comme des boules de billard. Or, c'est justement le fait qu'ils soient liés entre eux qui va entraîner un tournant. C'est magnifique vu d'en haut. Et tellement horrible et destructeur lorsqu'on est en bas. À travers l'œil du cyclone, on peut voir l'océan. C'est incroyable. Je voudrais te montrer quelque chose. Je vais éteindre la lumière. On la rallumera après. J'ai remarqué que lorsqu'on éteint les lumières pour aller se coucher, on peut voir sur l'écran de la caméra tous les pixels touchés par les rayonnements. Voilà, je nous plonge dans le noir et tu vas voir sur l'image une multitude de points rouges et bleus. Avec la lumière allumée, ça se voit pas, mais là, regarde, c'est fou. C'est pareil de ton côté? Ouais, ça le fait aussi. Il y a des centaines de petites taches bleues et rouges sur toute l'image. C'est encore plus net quand on bouge la caméra. Ces petits points, ce sont les endroits où le capteur a été touché par les radiations. Il y a aussi autre chose qu'on peut voir quand on éteint la lumière. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle. C'est des flashs? Ouais, c'est ça. Quand je ferme les yeux, je vois des sortes de flashs, toutes les 2-3 minutes. Parfois, ce sont des points, parfois ce sont des traînées lumineuses de différentes formes. Oui, peut-être que mon cerveau me joue des tours, mais j'ai même l'impression de voir leur direction. Parfois ils vont tout droit, parfois ils descendent. Enfin, je sais pas, c'est peut-être juste mon imagination. Ouais, j'en ai entendu parler, mais j'ai encore jamais visualisé la direction. Et ce que je vois aussi de temps en temps, c'est une ligne droite au-dessus de mon champ de vision. Parfois, c'est comme une sorte de nuage un peu flou. Ou comme des flocons de neige. Exactement. Quand on pense que c'est lié aux particules radioactives qui touchent la rétine ou le nerf optique, ça fait un peu peur en fait.
Si on me demandait comment j'imagine notre société dans 100 ans, le regard qu'elle poserait sur ce que nous sommes aujourd'hui, je dirais sans doute que j'espère que nous aurons réussi à abolir les frontières entre les espèces. Ça implique qu'on ne dise plus « toi tu es un être humain parce que tu possèdes telle propriété »,« toi tu es un animal parce que tu possèdes telles autres propriétés, c'est pourquoi on peut te traiter ainsi », et toi tu es une machine parce que tu présentes certaines caractéristiques, donc on peut te traiter de la sorte. J'espère qu'on sera sorti de ce raisonnement. La fonction la plus importante de ce robot réside dans ses désirs intentionnels. Erika a deux types de désirs. L'un est de nature personnelle, l'autre de nature sociale. Son désir personnel consiste à entretenir en permanence de bonnes relations avec de nouvelles connaissances. L'essence humaine n'existe pas. C'est ma conviction intime. Mais si on me demandait de la définir, je dirais que les humains ne sont pas contrôlables. Ce sont des créatures étranges, des êtres bizarres. Ils changent fréquemment. Ils peuvent changer radicalement leurs pensées ou leurs émotions en quelques secondes. Il n'est pas facile de définir les êtres humains. Nous changeons constamment leur définition. Nous ne vivons pas uniquement pour manger et dormir. Nous voulons savoir. Nous cherchons une définition de nous-mêmes, une réponse à la question « Qu'est-ce qu'un être humain ?» C'est le plus important. S'il était possible de remplacer notre corps par une machine, on pourrait choisir n'importe quelle apparence. Un corps avec 3 ou 4 bras et 3 ou 4 jambes. Je pourrais avoir un corps qui ressemble à une voiture ou à une fusée. Nous ne sommes pas encore à la fin de l'évolution. Nous essayons toujours de devenir des espèces de surhommes. Peut-être qu'à l'avenir, il y aura 2 types d'êtres humains. L'évolution est un processus aléatoire sur lequel on n'a aucun contrôle. Imaginons qu'une catastrophe se produise sur Terre à cause du Soleil. Par exemple, une hausse extrême des températures, que tous les êtres vivants disparaissent et que seules les machines survivent. Même un tel scénario s'inscrirait dans l'évolution. On ne peut pas survivre sans technologie. Seules les technologies humaines comme les robots peuvent résister à ce genre de situation extrême. Nous luttons sans cesse contre les forces de la nature. J'ai l'impression que les gens s'accrochent de plus en plus à l'idée que quelque chose de particulier fait d'eux des êtres humains. Et qu'il est extrêmement important de reconnaître ce trait unique parce que c'est ce qui les démarque de tous les autres. Ils s'imaginent que c'est ce qui leur donne une valeur morale supérieure dans le monde et dans le cosmos. Pour moi, ce type de réflexion est très dangereux. Une question clé est de savoir si nous pouvons partager la même conception culturelle et historique de notre raison d'être sur Terre. Si nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes là ou en quoi consiste notre rôle, les scénarios les plus étranges sont envisageables. C'est pour ça que les gens ont peur des robots, de leur intrusion dans la société. Ils ne partagent pas les mêmes idées,
ni les mêmes opinions, ni la même philosophie. C'est un peu comme si des extraterrestres débarquaient sur Terre. Imaginons que dans 100 ou 200 ans, les hommes nous regardent tels que nous vivons aujourd'hui. D'après vous, qu'est-ce qu'ils penseront de nous? Dans une centaine d'années, que diront-ils de nos tentatives d'introduire des machines dans la société? Qu'est-ce que les générations futures vont penser de nous? On peut faire une métaphore particulièrement terrifiante. Quand on a inventé la bombe H, on ne savait pas que la radioactivité était aussi dangereuse pour le corps humain. Dans les images d'archives d'essais nucléaires, on voit même des bateaux stationnés dans la zone au moment des tests. Aujourd'hui, on ne réalise plus ce genre d'essais parce qu'on sait que c'est dangereux, comme en témoignent les accidents survenus à 3 Mile Island ou à Fukushima. Après toutes ces expériences, on connaît bien les risques. Il pourrait se produire la même chose avec les robots d'intelligence artificielle. Bien sûr, on a droit à l'erreur. Mais cela ne nous rend pas moins responsables de nos actes. Si on prétend qu'une telle évolution technologique est une loi de la nature, on apparaît comme un fataliste. Et on se rabaisse au niveau d'un enfant immature. Je veux croire qu'il est possible de s'acheminer vers un monde où les différences entre ce qu'on qualifie d'humain et de non-humain tiendront une place moins importante qu'aujourd'hui. C'est précisément pour cela qu'il faut tisser de meilleures relations les uns avec les autres et construire une société plus juste. Il est clair que la liberté, la conscience, la responsabilité, l'intelligence, la raison et la faculté de jugement sont des aptitudes qu'on ne peut développer qu'ensemble et pas seul dans son coin. Je ne peux pas disposer seul de la faculté de juger. J'ai besoin pour cela du concours d'une ou de plusieurs autres personnes. Alors j'espère que dans 100 ans ou 500 ans, lorsque la société posera le regard sur ce que nous étions, elle constatera que nous étions sur la bonne voie. Ou du moins que nous avons essayé. Écoutille débloquée et ouverte. Parfait. Je suis prêt à me diriger vers la rampe. Bon travail. On est prêt, tu peux y aller. D'accord. Je suis dans une position confortable maintenant. Ok, bien joué Alex. Tiens-toi prêt. Je me sens très bien. C'est magnifique ici. Incroyable. Toute la station a des reflets dorés. Comme si elle était en or.
La question n'est pas d'y croire ou pas. Les preuves sont juste sous nos yeux. Même un enfant peut les voir. Ce n'est pas sorcier. Il est peut-être difficile d'accepter que nous avons provoqué ces énormes changements qui ne jouent pas en notre faveur. Mais il n'empêche qu'ils sont bien là. Il ne s'agit pas de savoir jusqu'où on peut dominer les autres. Ce n'est pas du tout le sujet. L'important est de savoir si on peut être bon dans ce qu'on aime par-dessus tout. Bien sûr, on veut être en bonne santé. Et ce n'est pas un mal d'être riche. Mais comment mesurer la richesse ? Je pense que chacun peut faire revivre l'enfant qui sommeille en lui. À tout âge, on peut s'émerveiller, être curieux et avoir de l'espoir. Mais pour cela, on doit se débarrasser d'un tas de choses dont on s'est encombré la tête en pensant « ça fait de moi quelqu'un de cool ». Ou bien « ça va m'apporter le succès » ou n'importe quoi d'autre. Il faut prendre le temps de se demander ce qui compte vraiment pour soi. Et se rappeler que c'est un merveilleux cadeau d'être en vie. Quand on est un jeune étudiant africain et qu'on constate que l'ensemble des connaissances disponibles provient de l'extérieur, on peut avoir le sentiment que notre société n'a jamais produit d'idées ni de savoir. Dans nos universités, on ne trouve jamais rien qui vienne d'ici. À Saint-Louis du Sénégal, nous avons créé une nouvelle faculté de civilisation, d'art et de culture pour valoriser les langues, la littérature, la pensée et la spiritualité africaine et changer la perception que les jeunes Africains ont d'eux-mêmes. On doit gagner la bataille de l'épistémologie. Il faut prendre en compte et étudier les connaissances scientifiques du monde entier afin de favoriser la diversité des pratiques et des ressources auxquelles on peut se référer. Sinon, on ne transformera pas la société en profondeur. Ce ne sera que superficiel. Au cours des 500 dernières années, le monde occidental a plus ou moins forgé la dynamique de toute l'humanité sur le plan économique, social et intellectuel. Les archives du savoir occidental sont sans doute épuisées parce qu'on leur a demandé beaucoup. Mais dans le monde, il existe bien d'autres archives qui n'attendent que d'être redécouvertes et qui vont nous aider à relever les nombreux défis auxquels nous faisons face. Nous ne pouvons pas nous appuyer uniquement sur un seul type d'archives. En ouvrant et en utilisant les archives africaines, asiatiques ou amérindiennes, nous accéderons à de nouvelles approches et ressources qui peuvent nous aider à répondre aux enjeux du monde moderne.
Pour moi donc, la décolonisation de nos pratiques va de pair avec celle des mentalités et des consciences. Sinon, comment pouvons-nous changer nos manières de faire ? On traverse tous des phases dans la vie où il faut agir et prendre conscience des possibilités qui nous sont offertes. Je pense que nous sommes justement dans une de ces phases. Les gens s'aperçoivent que le monde est dans une position instable et qu'il est en train de basculer. Alors ils se renferment dans leur petite communauté. Le monde a précisément besoin du contraire en ce moment. On croit que pour cela, il faut faire abstraction de toutes les identités personnelles et devenir cosmopolite. Eh bien non, les deux doivent être conciliables. Les gens doivent être ancrés dans la société tout en s'ouvrant aux autres pour instaurer une entente mutuelle. Au sein de notre communauté, nous savons très bien que nous devons individuellement nous mettre en retrait pour permettre au groupe de s'épanouir et être utile à tous. En revanche, nous n'avons pas compris que les groupes sociaux doivent également se mettre en retrait pour permettre à la communauté mondiale de régler les grands problèmes planétaires. Il faut l'intégrer au fond de soi. C'est une nouvelle vision des choses. Quand on est sur Terre, on ne se rend pas compte de notre insignifiance. Moi, j'en avais pas conscience. Je le savais, mais je m'en rendais pas compte. On pense que tout est illimité sur Terre. L'air, les ressources naturelles. Depuis la préhistoire, le temps est infiniment long. Et il y a énormément de place et d'êtres vivants sur notre planète. Mais vu de l'extérieur, c'est un tout petit point. Je ne sais pas comment l'exprimer. L'univers est vide à 99,9999%. C'est le noir complet. Il n'y a rien. Et on ne connaît qu'un minuscule endroit habité. C'est notre Terre. Une Terre qui nous paraît grande, mais qui en réalité est toute petite. Et c'est sur cette petite planète que tout s'est joué, que toute l'histoire de l'humanité s'est déroulée. Tous les humains qui sont venus au monde ont vécu là-bas, sur cette petite boule bleue. C'est un point de vue que j'aimerais rappeler, parce qu'il est important que nous, humains, comprenions que nous sommes en train de détruire notre planète. Quand on observe l'atmosphère, on a l'impression qu'elle pourrait disparaître dans un souffle. Si ce scénario se réalise, l'histoire de l'humanité s'achèvera et c'en sera fini de nous.
standing by for the undock. À la toute fin du voyage aux frontières du possible, ils ont découvert le monde du vivant, la spiritualité et la morale. Et ils sont revenus à la source, à l'enfant, au nourrisson qui apparaît comme le dernier être humain complet. Son avenir a dû lui sembler inconcevable. Il l'est toujours.